Ok. Monsieur Jean. Ah, c'est ce que je travaille dessus. Ok. Pourquoi on n'est pas encore donné? Tu as réalisé ton bouton. Donc, voilà. Donc, monsieur Jean, vous avez 15 minutes maximum pour nous présenter l'essentiel de vos recherches. Merci, docteur Hélène Quadier, chers collègues étudiants. Alors, le thème soumis à notre étude, à notre exposé, est intitulé l'érosion côtière. Et pour pouvoir traiter ce thème, nous avons élaboré le plan suivant, à savoir une introduction, ensuite les généralités, nous avons parlé des causes et des conséquences, et puis des perspectives pour renforcer la lutte contre l'érosion côtière. Nous avons ensuite terminé par une conclusion. Pour ce qui est de l'introduction, nous pouvons dire que l'érosion côtière est un processus naturel, voilà, qui a toujours existé, qui a façonné les rives du monde. Mais il est maintenant évident que notre mode de vie influence ce phénomène. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution à ce phénomène qui n'est pas aussi facile? On a recours à des solutions où, pour la plupart des cas, sont coûteuses et difficiles de pouvoir peut-être porter des remèdes à des dégradations qui parfois semblent être irréversibles. Et face à cela, en Côte d'Ivoire, par exemple, la zone côtière est menacée par la mer qui avance et qui gagne du terrain, et cela entraîne des dégâts importants. Donc, les enjeux liés à l'érosion sont majeurs sur le plan économique, social et environnemental. C'est dans cette optique que nous abordons les thèmes soumis à notre étude. Pour ce qui est des objectifs que nous sommes fixés, c'est d'appréhender le phénomène de l'érosion côtière en Côte d'Ivoire, et puis de façon spécifique, il s'agit de passer en revue les types de risques affectant le littoral ivoirien, ainsi que des approches de solutions interfaces. Voilà un peu les différents éléments. Pour ce qui est des généralités, nous avons passé en revue quelques définitions. L'érosion côtière, qu'est-ce que c'est? C'est défini comme une perte graduelle de matériaux qui entraîne le recul de la côte et l'abaissement des plages. Donc, si on se fie à cette définition et qu'on regarde l'image qui est à côté, on va s'en dire qu'il y a un lien entre ce phénomène qui va entraîner, bien entendu, des aléas, des enjeux, des vulnérabilités, aussi des risques. Donc, ce sont des éléments qui conviennent aussi de définir. Donc, l'aléa côtier peut se définir comme étant la probabilité d'occurrence d'un événement menaçant lié à un phénomène potentiel préjudiciable à un temps donné ou à un temps donné. Ça, c'est l'aléa. Et derrière, nous avons l'enjeu. Alors, l'enjeu qui se définit aussi comme l'ensemble des personnes, des biens susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel. Ensuite, la vulnérabilité, qui est aussi une notion complexe, qui est aussi liée à ces différents éléments qu'on vient de voir, qui peut différer selon l'utilisation que l'on veut en faire et en fonction du champ de recherche. Et le risque naturel, qui suit cette définition, n'est rien d'autre qu'un événement dommageable doté d'une certaine probabilité, donc conséquent d'une alliance survenant dans un milieu vulnérable. Alors, si nous nous entendons sur ces différentes définitions, il va sans dire qu'il va falloir connaître les caractéristiques liées à l'érosion côtière. Pour ce qui est de la côte ivoirienne, il faut dire que nous avons une zone qui s'étend sur environ 600 km. Et quand on regarde très bien le littoral, il y a deux aspects qu'il faut retenir. C'est que lorsqu'on prend de la zone, la frontière de Libéria jusqu'à Fresco, nous avons une zone qui est formée au contact du socle précambrien, relayé régulièrement par un étroit cordon littoral quaternaire. Donc, en fait, on va parler du socle quaternaire qui est en fait lié, généralement dans ces zones, ce sont des rochers. Pour faire la différence, pour parler un peu plus simple. Et l'autre élément qui part à partir de la zone de Fresco jusqu'au
jusqu'au Ghana, pratiquement à la frontière du Ghana, donc presque au British Port, quand on traverse toutes ces zones, parce qu'il y a marqué un peu sur l'image, c'est une zone sableuse, donc pas de sable quaternaire, et c'est plus développé, ça paraît continu et ça s'étend sur près de 300 km. Maintenant que nous avons ces caractéristiques, nous allons chercher à comprendre quelles sont les causes et les conséquences. Alors, le graphe qui est ici, déjà, nous donne les différents éléments. On a les causes humaines et puis on a les causes non humaines. Alors, pour ce qui est des causes non humaines, nous avons des éléments naturels. Donc, ce sont les mécanismes naturels de l'érosion. C'est généralement lié à la houle et au courant. Et on peut citer des éléments tels que le vent, la dérive littorale, l'enchaînement des violentes tempêtes. Et pour ce qui est des causes humaines, elle peut affecter l'érosion par l'élimination des sédiments, par l'extraction directe ou par la création de surfaces qui perturbent ce processus naturel. Donc, il y a une intervention de nos défis anthropiques. Donc, ici, sur l'image de la figure 4, on voit l'extraction du sable sur le littoral. Et il y a aussi la construction des barrages qui peuvent aussi perturber, qui peuvent être la cause de l'érosion côtière. C'est-à-dire, les barrages vont faire quoi? Avant d'interrompre le cours naturel des rivières, puisqu'il faut construire pour la circulation naturelle qui se fait des rivières, et cela va empêcher les sédiments d'arriver au littoral. Alors, toujours pour ce qui est des causes, c'est un phénomène important qui est sous-tropique. C'est bien entendu l'urbanisation rapide et souvent sauvage. Ici, c'est une image qui essaie de payer un peu, regarder un peu le cours d'eau et puis regarder un peu les habitations avec les immeubles. Tout de suite, il y a un contraste qui se crée. Voilà. Et c'est un phénomène, effectivement, qui cause à la base de l'érosion côtière. Il y a aussi la surfréquentation de certaines plages qui détériorent les massifs dunaires, c'est-à-dire les zones du littoral. Alors, quelles sont les conséquences? Lorsqu'on a essayé de comprendre ces causes-là, quelles sont les conséquences que cela peut engendrer? On peut dire que l'érosion côtière touche près de 11 pays en Afrique. Ça veut dire que c'est un phénomène qui est spécifique à la Côte d'Ivoire. Et comme conséquence, nous avons la disparition accélérée des écosystèmes, des mangroves et la dégradation des habitats en front de mer. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément? Il faut dire que nous avons, selon les statistiques, environ 500 personnes par an qui sont touchées par l'impact. Ici, on a parlé un peu de l'inondation, mais c'est plutôt l'aggravation de l'érosion des zones côtières, surtout des zones africaines. Alors, ici, quand on regarde un peu l'estimation économique, c'est un document, ce sont des données militaires, nous nous rendons compte que les pertes économiques sont environ estimées à 2% du PIB par pays. Bon, dans certaines zones, ces conséquences peuvent aller jusqu'à 10 mètres de large. Alors, quelles sont les perspectives pour pouvoir lutter efficacement contre l'érosion côtière? Le premier élément, c'est ce schéma qu'on regarde de la figure 6, choix possible. Alors, quand un phénomène comme ça se produit, soit il y a trois possibilités. Il y a soit le retrait, on évacue la population, et là, abandon à la nature, maintien du processus naturel, on retire la population, soit il y a l'adaptation dans la zone donc préparée, on va peut-être s'adapter, et puis nous avons aussi la protection avec un certain nombre de dispositions. Donc, en Côte d'Ivoire, avant 2014, il y avait deux stratégies qui étaient utilisées dans le cadre de la protection contre l'érosion côtière. La première consistait à faire déménager les populations des secteurs menacés. Donc, on évacuait les gens pour pouvoir les enlever sur les sites. Et la seconde stratégie qui avait été envisagée, c'était la défense pure et simple de la zone côtière. Donc, à ce niveau-là, il y avait un projet qui avait été initié. Il s'agissait de l'aménagement d'une batterie de brise-lames qui avait été élaborée dans son temps, et au niveau de la baie du port. Malheureusement, le projet n'a pas pu le voir le jour parce qu'il y avait des contraintes liées aux finances, dans des raisons financières, et puis bon, les gens n'avaient pas jugé trop le fait que le risque était acceptable. On n'avait pas trop de chance. Alors, à ces différents éléments, il faut pouvoir apporter d'autres éléments, à savoir définir une politique
qui est axé sur une volonté affichée dans le cadre de la préservation du littoral ivoirien, en intégrant les défis qui se présentent en nous et puis en conciliant diverses pratiques qui existent déjà afin d'aller vers une protection intégrée des zones. Alors, va falloir développer des moyens opérationnels avec possibilité de recours à la justice. Généralement, on ne tient pas compte de ces différents éléments et c'est un peu la particularité. Il n'y a pas de mesures coercitives, c'est-à-dire pouvoir mettre la pression. Voilà, la plupart du temps, nous n'étant pas de consultation, donc on intervient en amont, on prend des discussions, mais pour pouvoir sévir. C'est à ce niveau qu'il faut pouvoir peut-être améliorer les capacités d'intervention sur des zones en renforçant les compétences de pouvoir et des appuis institutionnels, ça veut donner plus de poids peut-être à la loi, en améliorant les capacités techniques et financières pour pouvoir agir efficacement. Et puis, un élément très important, c'est que dans les zones liées au littoral, la plupart du temps, ce sont des entreprises. Donc, à ce niveau-là, il va falloir mettre en œuvre la RSE avec, en mettant en exergue, bien entendu, l'impact de la gestion des entreprises au niveau économique, social et environnemental. Et la mise en place aussi des sanctions efficaces et la définition de moyens de contrôle. Donc, chers étudiants, docteurs, au soir de cette présentation, il faut retenir que l'érosion, tout comme l'inondation aussi, ne concerne pas seulement l'Afrique de l'Ouest, il s'agit d'un problème mondial. Et la lutte contre ce phénomène nécessite de nos moyens financiers. Afin de lutter efficacement, les pays touchés doivent se mettre ensemble pour coordonner leurs actions parce que nous sommes tous d'accord qu'on peut prendre des mesures, des efforts dans un autre pays, et puis pour ces efforts-là pourraient avoir des conséquences sur d'autres pays. On va faire des rabelais, on va prendre ça ici, on va créer voilà, une zone de conséquences de l'autre côté. Donc, en collaborant et en coordonnant des actions sur les plans politiques et techniques, les États seront plus à même de gérer les situations d'érosion et de conserver les écosystèmes côtiers sains pour le bien-être des populations et pour l'économie. Merci pour votre attention. Très bien. Merci, M. Janot. Merci pour le cours magistral. La présentation a été magistrale. Et quand je regarde tous les groupes qui sont passés, par rapport à quand j'étais au Master 1, je vois qu'il y a eu beaucoup d'améliorations chez la plupart d'entre eux. Oui, M. Janot peut dire qu'il est égal à lui-même, voilà. Donc, voilà, en tout cas, si ce plan-là, et donc, vous avez la parole. Pardon, Bon, moi, je vais à vous féliciter pour cette brillante présentation. Moi, je voudrais juste savoir de la contribution en fait, de la partie technologique géospatiale. De façon succincte, je ne sais pas, quelle serait la contribution dans cette étude? En tout cas, merci pour la merci. Je pense que c'est dans cette veine que l'étude que nous sommes en train d'effectuer ici a plus de sens. Si vous regardez très bien, c'est des choses que nous n'avons pas abordées, mais que vous avez abordées par exemple dans votre esprit. Mais pour dire que dans les mesures qui aujourd'hui touchent à nos États, de plus en plus, on ne peut pas s'appuyer sur ce que nous avons, mais il faut intégrer une nouvelle, d'où la notion de gestion intégrée, qui prend en compte tous les aspects des acteurs et de on n'a pas revenu de façon spécifique, parce que nous sommes
Ok. Mais au niveau des de façon non spécifique, la géométrie peut faire beaucoup de choses. Donc, on reconnaît qui travaille sur, par exemple, le recul du plan de poche. C'est des choses où le recul avec des images de plusieurs dates. Ensuite, le tient comme ça. Ensuite, l'autre aspect où vous pouvez faire le sortir. C'est l'importance du tour des images de l'autre. Parce que les gens comme ça, ils sont en train de prendre le sable. Et le gouvernement me dit, apparemment, dans ce pays en question, c'est pas des impôts, tu vois. Mais le gouvernement me dit rien, disons, quand je dis le gouvernement, la direction à la le ministère de l'Environnement ou je ne sais pas ceux qui ont la gestion de ces choses-là. Apparemment, c'est comme si on laisse faire. Et ça, c'est très dangereux. Parce que ça fragilise, comment on va dire ça, la structure même de la structure en termes de technologie, la structure du sol, ça dérange tout. Et là, il y a la cohésion des esprits. Donc, on va dire aux barres de quelqu'un qui n'a pas une grande force, peut prendre en masse. Et donc, ça, on peut faire survoler cette zone-là régulièrement par un groupe. Voilà. Et on est au bureau, et on regarde, et on peut même arrêter les gens, parce que là, on va les voir exactement, presque exactement comme sur la route. Justement. Donc, je vous dis que la géométrie a un grand rôle à jouer dans cette vie. Et quand on va voir tout ça sur le mode de l'autre, parce que le jour que le contrôleur, parce que là où ils sont, ce sont des gens qui gardent, qui sont quelque part là-bas, il y a des gens inhabituels qui arrivent, ils vont s'appeler, ils vont se donner des SMS, et puis les gens vont disparaître. Si c'est un groupe, c'est pas de façon cheval, on peut les appeler. Donc, c'est la géométrie a un rôle. Ça, j'ai donné plus de temps. Donc, vous pouvez faire le sortir ça dans Effectivement, on avait vu ça dans le document des thèses, on avait consulté aussi en ligne. Merci, M. Jeannot, pour cette on dirait qu'il y a un problème. Oui, c'est ok. Il est devenu rare, un mot. Donc, c'était de savoir pourquoi la réduction des risques de catastrophe était importante dans le cas de l'Europe. On peut noter bien que quelques auteurs écrivent que l'érosion ne s'interrompt pas. Il y a un aspect, un développement ne s'interrompt pas un aspect négatif, mais il y a aussi un aspect positif. Ça empêche de couler le flux. De couler le flux. Donc, maintenant, c'est l'activité. Pourquoi la réduction des catastrophes? D'accord. Alors, pourquoi répondre à votre question? Merci. Je voudrais dire comme ça que l'application des RRC, en fait, je dirais pas un système, c'est un mécanisme
voilà, qui permet de prévenir tout ce qui est lié aux catastrophes, j'allais dire catastrophes naturelles. Mais généralement, ce sont des événements extrêmes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, ce mécanisme-là nous permet déjà, dans un premier temps, avec les connaissances que nous avons à l'heure actuelle, de pouvoir soit prévenir, soit anticiper, mais plutôt organiser nos mécanismes d'action. Voilà. Et aujourd'hui, l'érosion côtière n'est pas en marge. C'est tout comme comme phénomène extrême ou autre. Mais ce n'est pas en marge. Et pour le cas de l'érosion côtière, il y a des mécanismes comme ça. Il y a des points où ce RSE est pas élaboré, puisque chaque pays adopte sa stratégie. Mais je l'ai dit, étant donné que ça fait partie des risques, il faut des mesures qui accompagnent. Donc, ces différents éléments, ces mécanismes existent. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, j'essaie de présenter un peu des éléments d'intervention avant 1914, mais ce sont des éléments surtout dans les tests de RRC. Et la Côte d'Ivoire suit effectivement tout ce qui est évolution au plan international, il y a plein de conventions. En tout cas, le sujet m'a permis de découvrir qu'il y a un élément qui touche au droit. Si vous avez vu qu'on a essayé de faire ressortir ces différents éléments du droit. Mais peut-être ce qu'on pouvait peut-être mieux faire, c'est de vulgariser ces informations et tenir compte du fait qu'il y a des nouvelles technologies. Et c'est là que nous devenons aussi importants. Parce que notre rapport va contribuer à l'amélioration des RRC pour mieux appréhender. C'est ce que je ne vais pas faire. La thématique. Elles sont spécialisées. Voilà, en fait, je sais pas, ça dans cet exposé de la technique, l'érosion côtière n'est pas seulement propre à la Côte d'Ivoire, c'est un phénomène mondial. Je voudrais savoir, on pourrait peut-être synthétiser de telle manière que pas tous les pays qui sont sur la côte. Est-ce que, en fait, je voulais plus savoir. Dans l'exposé de M. Diano, il a relevé que dans le titre de cette opinion, il disait que l'érosion côtière n'est pas seulement propre à la Côte d'Ivoire, c'est un phénomène mondial. Si on peut parler de phénomène mondial, que les pays côtiers sont. Puis, sur la thématique, sur la question au niveau de la Côte d'Ivoire, de façon pratique, nous avons eu à avoir de nouveaux projets qui a impacté même dans la vie rurale de cette région avec la destruction des cimetières, c'est parti. Puis, il y avait, on va dire quoi, personnes qu'on avait qu'on avait indemnisées parce que c'était tout relatif au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si il y avait des mises à jour. En tout cas, merci à M. Bonpelly pour la question. Effectivement, peut-être que j'aurais dû spécifier que ce sont des États qui ont une ouverture sur le littoral. Peut-être que ça avait été plus spécifique. Quand je parle de phénomène mondial, ça veut dire que quoi? Par exemple, dans mes recherches, il y a la France, par exemple, qui a une bordure de mer. Donc, ce sont ces différents pays
pour la durée particulièrement, j'ai dû peut-être m'attarder un peu. On a fait à peu près tous les pays qui étaient au niveau du littoral avec le même problème. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire. Donc, c'est spécifique aux pays qui ont une ouverture sur la mer, qui sont peut-être le plus affectés par ces phénomènes. Maintenant, vous avez parlé de la deuxième intervention qui était la deuxième contribution. Bon, c'est juste Une contribution. Merci pour la réponse. Ça s'appelle de l'autonomie mondiale, le plan mondial. Comment je pense que ça fait justement sur la voie. Au niveau de la planète Terre. Moi, ça m'a dit. Non, c'est dans je veux savoir en ce qui concerne l'érosion. Vous avez montré une figure où il y avait des immeubles en mode de séparation de l'homme. Je veux savoir l'érosion, puis elle n'est pas possible. Voilà, je pense que c'est aussi bien. Voilà. Au cas où c'est juste un peu, où il n'y a pas de vague qui vient taper quelque partie, est-ce que l'érosion peut vraiment se faire sentir à cause de ces immeubles-là qui sont de toute la force? Vous dites que les immeubles qui sont là favorisent l'érosion côtière. Donc, je veux savoir si ce n'est pas l'érosion côtière, parce que l'érosion, c'est par rapport aux océans, les vagues qui viennent de. Mais là, c'est une côte qui est calme comme ça, qui n'agit pas. Voilà, est-ce que ça pose un danger, c'est ça? Est-ce que ça représente un danger si on construit en bordure? Bien, merci pour la question. Nous avons mis à aller chercher encore, je vais dire à ce niveau, en tenant compte de ce que vous venez de développer, d'aller plutôt orienter vers une présentation comparative. Par exemple, quand on prend les pays développés tels que peut-être la France et autres, on voit qu'il y a des cours qui existent, où les bordures sont bien aménagées. Mais ça ne veut pas dire que la France n'est pas exposée à des problèmes d'érosion. Le problème se pose au niveau du littoral, c'est-à-dire l'espace de rencontre entre la mer et la terre. Généralement, ça se développe. Et ici, c'est impacté par l'urbanisation. Pourquoi? Déjà, même la présence des bâtiments et la présence même de l'homme perturbe le cycle naturel qui se développe. On parlait tout à l'heure du fait que il y avait, c'est quoi? Là, par exemple, le sol a du mal à se consolider parce qu'il y a de l'activité en permanence. Donc, c'est plus fragilisé. Et qu'il y a des vents et autres, tout s'en va. Mais l'autre élément, c'est quoi? C'est qu'il y a une communication qui se fait des mers, des terres vers les mers. Par exemple, il y a des cours d'eau, le déplacement des sédiments et tout ça. Mais avec la construction, tout ça est perturbé. Et le fait que même les sols deviennent de plus en plus fragiles, il y a quoi? Les risques d'érosion augmentent. Voilà, donc c'est des phénomènes comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que nous avons accentué, c'est vrai que c'est un phénomène qui pouvait peut-être persister de façon naturelle, comme on a mis dans la définition, mais la présence de l'homme a accentué ce phénomène. Voilà. Et de plus en plus dans nos États, malheureusement, c'est le constat, toutes les activités économiques se déroulent en bordure. Voilà. C'est ce qui a accentué encore. Je pense que c'est bon.
Bon, vous avez jamais. Aude, quelle était ta vraie question? Maintenant, il est revenu. En fait, je ne sais pas pourquoi il te pose cette question. Est-ce que tu veux savoir si, à part l'érosion côtière, il y a un autre type d'érosion? C'est la question. Ou bien, est-ce que c'était, je voulais savoir si l'érosion côtière ou l'érosion peut être considérée comme un phénomène de catastrophe? Peut-être ça la question. Non, en fait, ce que je voulais comprendre. Ici, on parle de, le thème, c'est l'érosion côtière. Et là, nous tous on sait qu'il y a l'érosion côtière à cause des catastrophes. Maintenant, je prends un cas spécifique. Un fleuve où il n'y a pas d'agitation, s'il y a des constructions aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a toujours pas d'érosion? Est-ce qu'il y a un risque d'érosion ou pas? Dans ce cas, là, je fais simplement le contexte de l'érosion côtière. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'érosion pédiatrique. Il n'y a jamais un si par exemple, ce sont les cours d'eau, maintenant je veux parler de l'impact même des maisons là. Par rapport, ce n'est pas la maison forcément qui fait l'érosion côtière ou l'érosion. C'est une relation de, comment je dis ça, de feedback, parce que l'érosion en air, ce qui fait que les maisons qui sont au-dessus sont fragilisées et peuvent tomber. Souvent, il y a des effondrements de maisons. L'érosion. Donc, mais ce n'est pas parce qu'il y a une maison forcément qu'il y a l'érosion. Hein? Donc, c'est un peu, si les berges, le cours d'eau, le fleuve n'est pas aussi calme qu'on le croit. Quand vous passez sur le Nidi, vous allez chez vous, vous ne voyez pas que le Nidi coule. Mais quand le Nidi coule, l'eau qui coule là, sur les berges là, qu'est-ce qui se passe? L'eau transporte des sédiments ou des blocs qui viennent en collision, même l'eau même à une force, parce que c'est des formations géologiques, souvent c'est de la ferrite. Et donc, l'eau en mer, et donc les berges, c'est une érosion qui se fait. C'est lent, mais ça se fait. Et donc, s'il y a des maisons à côté, déjà on voit que les végétaux qui sont à côté là, souvent c'est le plus dans l'eau du fleuve. Donc, si les gens qui maison, qu'est-ce qu'il y a avec ça? Ça va se retrouver dans l'eau. Hein? Donc, aussi, ici, on est vraiment dans l'érosion côtière. Mais comme on n'avait pas beaucoup de bruit, je pouvais donner un discours qui pouvait travailler sur l'érosion continentale avec les personnes de fleuve. Et donc, ces phénomènes-là, apparemment, les gens ne les voient pas comme des phénomènes sérieux. Parce que ça ne crée pas de baisse. C'est pas rien. Comme quand on dit qu'il y a une inondation à la palmeraie, tout le monde voit l'eau. Mais l'érosion côtière, la COP 15, l'érosion des sols, même pas côtière. L'érosion des sols, la dégradation des sols, la COP 15 qui vient de se passer à l'hôtel de Bois, avant-hier. C'est de cela qu'il était question. La dégradation des textes, la désertification. Donc, l'érosion. Parce que l'érosion joue un grand rôle dans la dégradation des textes. Et qui, avec le temps, on peut passer, avec le changement des conditions climatiques, passer à une sorte de désertification. Donc, ce sont des phénomènes importants. Ce sont des phénomènes importants qui ont des conséquences économiques lourdes. Oui, l'érosion côtière, par exemple, on voit que la vague a frappé vers Mondoukou, les maisons sont détruites. Ça, même encore, ça peut faire de l'érosion continentale. Où chaque fois qu'il pleut, il y a des sédiments qui sont. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une réduction. Une perte de l'eau de la réduction. Appauvrissement des sols. Voilà, appauvrissement des sols, réduction de rendement, tout ça. Donc ça affecte les économies des pays comme le nôtre, où l'économie est basée sur quoi?
besoin des sols est complètement très bon. Et comme vous l'avez vu avec sa gestion, vous avez vu que sa gestion est légèrement différente. Légèrement différente. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose, pas pour que le phénomène freiner l'exécutif de ce phénomène. La mesure de lutte dans les pays de d'aménagement que les gens pour protéger les environnements par la base. On va partir sur le groupe pour les structures massives qu'on a déposées. Donc, il n'y a pas de tout. Et donc, la plage est généralement dans certains pays où il n'y a pas beaucoup de moyens. On regarde juste avec on est absolument limité. Donc, moi, j'ai choisi de voilà la présentation de l'océan avec tranquillité. Beaucoup de couleurs, quoi. L'expérience parlait. On est que, comme l'a remarqué M. Vincent, la partie chromatique n'a pas été, il n'y a pas de sortie. Et au niveau de la problématique, il n'y a pas eu de chercher. Il y a des tests, il y a des chiffres concrets. C'est seulement quelque part plus tard, dans la progression que j'ai vu qu'il y avait quelque chose que nous finalement a commencé à présenter. C'est vous aussi qu'il y a un peu de test quand même. Un peu de test avec des phrases trop complexes. Des phrases trop complexes. Il y a d'autres qui arrivent dans votre domaine. Même si vous les plus aux phrases qui commencent à arriver jusqu'à la fin. Voilà, pour faire les phrases de notre pédagogie. Vous allez sortir un peu des RSC. Voilà. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin dans la gestion de l'érosion côtière? Il y a des projets, par exemple, qui sont dans ce projet, pour nous montrer concrètement ce qui est en train de se passer. Très bien. Je vous remercie. Et l'autre groupe n'a pas. On peut encore la